Nous ne partons pas tous du même point de départ quand nous essayons de comprendre une situation. De par notre expérience, nous avons déjà soit des connaissances qui se sont construites sur la situation qui nous intéresse, soit ce qu'on pourrait appeler des a priori par rapport à cette situation. Les connaissances liées à notre expérience d'une situation restent souvent cachées, non partagées avec d'autres. Ce type de connaissances expérientielles sera appelé tacite. Dans le domaine des soins de santé, on parlera par exemple de jugement clinique. Le jugement clinique est typiquement une connaissance tacite qui, grâce à l'expérience, permet d'améliorer la prise de décision dans la manière de prester les soins. Notre manière de percevoir une situation peut aussi nous amener à faire des jugements erronés. En effet, dans toutes sortes de situations, nous prenons des décisions de manière instinctive. Ces décisions qui ne sont pas basées sur un raisonnement explicite sont parfois de mauvaises décisions, parce que notre cerveau nous induit en erreur. Ce type de processus est appelé biais heuristique. Ces deux éléments, connaissance tacite et biais heuristique, nécessitent de prendre en compte des caractéristiques essentielles dans le processus d'identification de mécanismes pour que cela soit utile à la prise de décision et puisse renforcer l'action collective. Quelles sont ces caractéristiques essentielles? Premièrement, le pluralisme. On sait qu'il y a toujours plusieurs interprétations possibles pour un concept. Deuxièmement, la contestation. Identifier les interprétations différentes et les raisons de cette différence peut amener à donner un sens nouveau aux choses. Ces deux premières caractéristiques justifient une approche participative qui va permettre aux différents acteurs de partager leurs connaissances tacites, mais aussi de traquer les biais heuristiques. Troisièmement, l'historique. La recherche des interprétations précédentes explicitées peut être utile pour donner du sens à l'interprétation actuelle. Ainsi, la recherche, notamment au travers de la littérature, des théories existantes, doit permettre de mieux comprendre une situation et notamment d'éviter les biais heuristiques. Finalement, la réflexivité. Les trois caractéristiques précédentes devront permettre de développer un processus réflexif continu, individuellement et en groupe. Dans cette approche de réflexion caractéristique du réalisme critique et de l'approche systémique, on va à tout moment chercher à échanger les perceptions et les connaissances au travers d'un processus participatif, chercher à confronter les théories existantes à la perception d'une situation et vice-versa. Ces deux aspects clés, la participation et des allers-retours entre théorie et pratique, devront nourrir le processus réflexif. Dans cette démarche, un outil essentiel est le modèle. Un modèle est une représentation simplifiée d'une théorie ou d'une réalité. Il devrait permettre de faire le lien entre une théorie et une réalité, mais aussi d'échanger les connaissances tacites et de traquer les biais heuristiques. Dans ce sens, un modèle doit toujours être évolutif et c'est sa conception et son évolution qui vont être la source d'apprentissage. Il existe différents types de modèles. Le premier, les modèles narratifs prennent la forme d'histoires permettant de décrire une réalité. Raconter une histoire, en anglais storytelling, est au centre de l'approche systémique. Les histoires ou narrations constituent souvent le point de départ du processus de réflexion. Elles doivent être structurées de manière adéquate pour servir de base aux autres modèles. Ces autres modèles dans l'approche systémique seront soit statiques, soit dynamiques. Un modèle statique ne bouge pas. Il est comme une photo, même si cette photo peut décrire une dynamique. Nous utiliserons ainsi des schémas, des graphiques, des équations mathématiques ou statistiques. Un modèle dynamique bouge. Il est comme un film. Nous utiliserons la simulation ou parfois le jeu pour reproduire ou créer une dynamique d'un système. Les modes de simulation que nous utiliserons sont la modélisation centrée agent,
en anglais Agent-Based Modeling, et la dynamique de système ou System Dynamics. L'utilisation de différents modèles pour représenter une réalité nous permettra d'appréhender cette réalité sous différents angles. Par exemple, la modélisation centrée agent permettra de reproduire une dynamique au niveau micro entre agents pour étudier les conséquences au niveau macro, c'est-à-dire au niveau du système dans sa globalité. D'un autre côté, la modélisation type dynamique de système permettra de reproduire une dynamique au niveau macro en montrant comment des caractéristiques du système influencent des flux au sein de ce système.